votre structure. Euh, voilà, vous pouvez tous vous renommer le nom, le prénom, votre prénom, le nom de votre structure. Là, on vient de lancer l'enregistrement du déjeuner. Merci à tous de bien vouloir couper vos micros. Et on vous propose à tous de poser vos questions dans l'onglet discussion tout au long de l'intervention. Et en fait, nous y répondrons à la fin de la réunion. Donc, on se prend un temps d'environ 20 minutes, 25 minutes de présentation. Puis, à la fin, on fera environ 15-20 minutes de questions. Donc, voilà, n'hésitez pas tout le long de l'intervention à bien poser vos questions dans le chat. Donc, pour rappel, les DGNR, c'est animé par deux réseaux. Les réseaux Les Générateurs, qui est le réseau du Conseil aux collectivités sur le photovoltaïque et l'éolien dans le Grand Est, et le réseau Géclair, qui est le réseau des projets citoyens dans le Grand Est. Et ces deux réseaux sont animés par trois associations. Donc, il y a l'ALE 08, l'Agence locale de l'énergie et du climat en Champagne-Ardenne, l'association Lorraine Énergie Renouvelable en Lorraine et Alter Alsace Énergie donc en Alsace. Notre mission, c'est bien sûr donc de promouvoir les économies d'énergie et les énergies renouvelables dans le Grand Est. On vous rappelle rapidement nos prochains événements. Donc, le 13 janvier 2025, ce sera notre prochain DGNR où on fera un bilan 2024 et de toutes les actus 2025 des énergies renouvelables. Et on aura également le 16 janvier prochain une formation sur les projets citoyens de A à Z à Strasbourg. Donc n'hésitez pas à noter ces événements dans votre agenda et à vous inscrire. Alors, pour attaquer le sujet d'aujourd'hui, donc le solaire flottant, qui est un sujet assez vaste avec c'est vraiment une nouvelle technologie en plein essor et il y a encore peu d'études sur le sujet concernant notamment les impacts sur les milieux naturels. Donc aujourd'hui, on va avoir un intervenant de Bayware, donc un développeur qui s'appelle Constantin Magne. Donc bonjour Constantin, qui est Bonjour. chef de projet solaire chez Bayware. Donc, il va nous présenter un peu la technologie du solaire flottant, ses avantages. Il va nous présenter un peu des exemples de projets, les prérequis pour qu'un plan d'eau soit adapté et aussi tout ce qui est la méthodologie autour des études d'impact sur les milieux naturels. Voilà, donc je vais le laisser présenter. Juste pour rappel, sur le solaire flottant, il y a en ce moment une étude en cours avec l'ADEME et le bureau d'études CEREMA, donc qui est en cours et qui porte sur l'impact justement du solaire flottant sur l'écosystème aquatique. Voilà, donc Constantin, je vous laisse la main, j'arrête le partage et je vous Très laisse bien. prendre la main de la présentation. J'ai envoyé une demande de partage, je pense que vous devez l'accepter. C'est bon, ça a été accepté. Normalement, vous devriez être en mesure de présenter maintenant. Très bien. Vous me dites dès que vous voyez mon écran. C'est bon, ça fonctionne. On n'est pas encore en plein Magnifique. écran, mais on voit votre écran. D'accord. Ça devrait arriver. Vous voyez le plein écran, oui? C'est bon, on voit bien. D'accord, très bien, parfait. Bonjour à tous. Il y a quelques noms que j'ai reconnus dans le chat, des gens avec qui on a sûrement déjà échangé. Merci au réseau Géclair et à vous, Madame Bourrier, d'avoir pensé à notre société pour venir vous présenter le solaire flottant développé et proposé par BayVa. En deux mots, enchanté à tous, Constantin Magne, je suis chef de projet chez BayVa depuis un peu plus de 5 ans et je suis également responsable de l'activité flottante au sein de BayVa qui consiste donc à aider tous les chefs de projet qui arrivent chez BayVa et qui débarquent un peu et commencent à s'intéresser à cette technologie, donc sur tous les projets en développement. Et je fais également le lien avec les équipes en Allemagne sur la technologie flottante.
le programme de la présentation aujourd'hui. Je dirais un mot sur BayVa. Je vous présenterai ensuite en détail la technologie solaire flottante proposée par BayVa, un petit tour de cette solution, ses avantages, ses inconvénients. Je vous présenterai les systèmes de référence qu'on a chez BayVa construits et qu'on exploite aujourd'hui. Enfin, on s'intéressera aux paramètres importants pour construire un parc solaire flottant et quels enjeux sont identifiés dès la phase de développement. Et enfin, je rappellerai brièvement la méthodologie pour l'étude d'impact qui s'applique au solaire flottant et je vous présenterai tous les différents suivis environnementaux qu'on a mis en place. Madame Gourrier, donc vous avez dit que toutes les questions sont directement dans le chat. Je vais essayer de passer à peu près 20 minutes de présentation pour qu'on puisse avoir ensuite un temps d'échange avec les différents participants. Sur BayVa, en un mot, on est un groupe qui a été créé en 2009, qui est la filiale de la compagnie BayVa AG, qui est une coopérative agricole allemande, qui a fêté son centenaire il y a 2 ans. Donc BayVa RE pour renouvelable. En 2023, on a un chiffre d'affaires qui approche les 6 milliards et un résultat de 192 millions d'euros. On est plus de 5000 employés répartis à peu près euh, partout en Europe et aux États-Unis, avec une très forte présence en Europe. On a plus de 10 gigawatts dans le monde en exploitation. On n'a pas forcément construit l'intégralité de ces 10 gigawatts puisqu'on a fait beaucoup d'IPC pour tiers, IPC pour construction, mais on a construit une bonne partie de ces plus de 10 gigawatts. On a donc une très forte présence en Europe, avec évidemment une forte présence en Allemagne, puisque c'est là où la société a commencé à faire des projets. En France, on est à peu près un peu plus de 300 répartis sur le territoire, sur une dizaine d'agences. Pareil, on exploite un peu plus d'1 giga. On a également fait quelques constructions pour tiers, mais on a principalement développé et construit nous-mêmes ces différents parcs. Je ne m'attarde pas trop sur la société BayVa. Si vous avez des questions ensuite, vous pouvez me les poser directement. La solution qu'on propose chez BayVa, c'est une solution qu'on a développée avec Zimmermann. Zimmermann, qui est un fournisseur de structures qui développe et construit donc ces structures métalliques que vous voyez en dessous des panneaux. On aime bien généralement commencer cette présentation sur le solaire flottant en rappelant les différences et les similitudes avec le photovoltaïque au sol. La première chose qui est importante à noter, c'est que ce n'est pas une technologie nouvelle, c'est une technologie qui est déjà éprouvée. Et la preuve est qu'en fait, les 3 quarts des composants qu'on va utiliser pour les centrales au sol, on les retrouve sur les centrales flottantes, à savoir les panneaux solaires, les onduleurs, les structures métalliques, même si là, en l'occurrence, pour le flottant, elles sont orientées en est-ouest, sont exactement les mêmes que pour les centrales au sol. On réalise également des centrales d'une capacité de plusieurs mégawatts, dizaines de mégawatts, donc c'est des projets de grande taille comme sur les centrales au sol. Le développement de projets est très similaire. On y reviendra un peu plus tard dans la présentation, mais on est également soumis à permis de construire et études d'impact. Donc, c'est aussi exactement les mêmes procédures que pour le solaire au sol. On a des durées de vie d'installation qui sont très similaires puisque ce sont les mêmes composants, à savoir entre 25 et 35 ans. Les différences, la principale et la première qu'on aime rappeler, c'est que le solaire flottant permet d'éviter des conflits liés à l'utilisation des terrains. Sur les projets au sol, on peut souvent être sur des terrains agricoles, sur des surfaces qui sont déjà vouées à d'autres activités. Sur le flottant, on est souvent très souvent, nos 3 quarts des projets sont des anciennes carrières qui ont été remises en état et qui n'ont donc aucune utilité, ce qui permet de donner une deuxième vie souvent à ces plans d'eau. La principale différence est que, à l'inverse, évidemment, des centrales au sol qui sont fixées sur des pieux battus qui viennent s'implanter dans le sol,
Là, on est sur des flotteurs qui sont en plastique à haute densité. J'en ai parlé brièvement en introduction, à l'inverse des centrales au sol qui sont très largement développées, qui sont toutes orientées plein sud. Nous, on a fait le choix d'avoir un système qui est orienté est-ouest et qui nous permet d'avoir une densité beaucoup plus importante et d'installer beaucoup plus de mégawatts à l'hectare. J'en parlerai également un peu plus tard sur tous les projets qu'on a en exploitation. Les trois quarts sur des anciennes carrières. Certaines sont encore en partie en activité et sur certains de nos projets, on a également des coactivités avec des activités de pêche, évidemment pas à proximité immédiate des panneaux, mais soit sur les berges ou soit sur des parties du plan d'eau qui sont laissées libres de toute construction. Une autre différence importante avec les centrales au sol, c'est la durée de construction. Pour un projet de plusieurs dizaines de mégawatts, on va avoir besoin uniquement de 5 à 6 semaines pour mettre en place un projet flottant, quand sur un projet au sol, avec toutes les opérations de terrassement, on est plus sur de quelques mois. Ah, excuse-moi, le slide a sauté. Les bases de la solution solaire flottante BayVa. On est donc sur un système de structure orientée est-ouest qui est fabriqué et conçu par l'entreprise Zimmermann, qui est une entreprise allemande qui réalise également des structures au sol. Ces structures, elles viennent se poser sur des flotteurs en plastique. Une fois que ces structures ont été fixées à ces flotteurs, on vient mettre les panneaux par-dessus. L'avantage de cette technologie, en comparaison avec d'autres technologies, comme CLTR, comme Easy Floating par exemple, c'est qu'on a un contact direct avec l'eau qui est très faible, puisqu'on a environ que 15% de la superficie totale du système qui est en contact avec l'eau, quand chez les concurrents, on est entre 70 et 80%. Je détaillerai tout à l'heure, mais ça permet d'avoir quand même une circulation de l'eau qui est bien meilleure, une oxygénation qui est également meilleure et ça aura son importance pour la vie aquatique. On a des systèmes de passerelles qui sont extrêmement stables et qui permettent un accès sécurisé à chaque panneau et à chaque onduleur. Et enfin, le système Est-Ouest nous permet d'avoir des rendements supérieurs, une prise au vent qui est beaucoup plus faible, donc des risques d'arrachement en cas de tempête qui sont également plus faibles. Cet effet de cheminée, cette orientation Est-Ouest va également permettre d'avoir un refroidissement des modules grâce à l'effet de cheminée et de gagner quelques pourcentages précieux de productibles. Comment on construit nos centrales. Chaque bateau, qui est donc composé entre 7 et 9 panneaux qui sont orientés est-ouest, vont ensuite être assemblés les uns aux autres jusqu'à venir former une rangée de bateaux solaires. Le nombre de bateaux sera conditionné à la capacité de l'onduleur. Donc, vous voyez là, tous ces bateaux solaires et tous ces panneaux sont connectés à l'onduleur qui est en bout de rangée. Une fois qu'on a monté ces rangées de bateaux solaires, on va les assembler. Ça ressemble à une espèce de Tetris. Et on va en assembler autant qu'on peut jusqu'à atteindre la puissance maximale du transformateur flottant. J'y reviendrai un peu plus tard. Le transformateur flottant, c'est une des innovations également qui est proposée par BayVa. C'est donc un système vraiment souple et qui peut s'adapter à beaucoup de morphologies différentes. Là, on vous a mis l'exemple des différentes typologies de blocs qui ont été mis en place pour notre projet de Boom-of-Platz aux Pays-Bas. Quelques exemples de projets qu'on a justement sur des anciennes carrières, dont certaines sont encore en activité. À Boom-of-Platz, il y a encore une activité d'extraction. On voit qu'il y a une intégration paysagère qui est très bonne, malgré les quelques transformateurs flottants que vous pouvez voir là sur la photo en haut à gauche. Et on est sur des systèmes très, très carrés, voilà, qui sont quasiment invisibles depuis les berges. On voulait un peu se concentrer également sur les principales caractéristiques de la solution qui est proposée
par Baiva, qui n'est pas proposé encore par tous les différents concurrents. Mais une des principales caractéristiques qui nous différencient, c'est les postes de transformation qui sont flottants et on va donc avoir la transformation du courant vers du 20 000 volts qui se fait directement sur l'eau. Il y a plusieurs avantages à ça. Le principal, c'est qu'il y a une nette réduction des coûts de câblage et une nette réduction des pertes, des pertes d'électricité. D'avoir les transformateurs également sur l'eau, ça permet d'avoir un impact beaucoup plus faible sur les berges, puisque du coup, on n'a pas besoin d'opérations de terrassement pour installer ces postes de transformation sur les berges. On a également un aspect paysager qui peut être intéressant, c'est qu'on n'a qu'un seul câble moyenne tension qui vient donc relier la centrale photovoltaïque au poste de livraison qui, lui, évidemment, sera sur les berges. Tout le système de câbles, j'ai pas de, on voit pas très bien sur les photos là, mais est intégré sous les panneaux. Tous les câbles sont évidemment étanches et certifiés. Et voilà, et le réseau de câbles passe à travers, soit sous les panneaux ici, et va jusqu'aux onduleurs dans des gaines qui sont protégées. Je pourrais vous envoyer des photos à la suite de ce webinaire si ça vous intéresse. Il y a une chose qui est très importante sur les projets flottants, c'est l'ancrage. C'est vraiment un des points clés et un des points qui nécessite beaucoup de compétences et beaucoup d'études. Chez Baiva, on propose 4 différents types d'ancrage. Il y en a un dont j'ai pas encore parlé ici, que j'ai pas ajouté à cette présentation, puisque c'est un nouveau système qu'on n'a pas encore installé, mais qu'on est en train d'installer sur un de nos parcs aux Pays-Bas. Il y a 3 types d'ancrage principalement. Donc, l'ancrage en berge qui va avoir qui va venir s'implanter ici sur les berges. Il y aura évidemment du coup un impact sur la biodiversité qui est présente sur les berges. C'est donc pas le type d'ancrage qui est privilégié. Et ensuite, un ancrage qui vient à proximité immédiate des berges avec un système de poids mort pour faire bascule, ou sinon, l'ancrage qu'on privilégie, c'est l'ancrage au fond du plan d'eau. Il faut savoir que toutes ces techniques d'ancrage peuvent accepter des variations du niveau de l'eau de 30 mètres ou plus. Et évidemment, la solution finale d'ancrage sera liée aux caractéristiques du fond du plan d'eau, caractéristiques des berges notamment. S'il y a des forts enjeux de diversité sur les berges, on privilégiera un ancrage au fond du plan d'eau. Le dernier système d'ancrage dont je n'ai pas parlé ici, c'est un ancrage Dolphin. Je pourrais également vous partager des photos. Et ça s'apparente à ce qu'on fait dans les ports avec des grands pieux qui viennent à quelques endroits clés de la centrale et qui viennent s'enfoncer directement dans l'eau. Donc là, on n'a plus de système de câble. Un des points forts de Baiva dans la conception de nos centrales flottantes, c'est on est en contact continu avec nos équipes de maintenance. Ça fait maintenant plus de 6 ans qu'on développe et construit des projets, ce qui nous a permis vraiment d'avoir un retour d'expérience très fort et que nos équipes d'opération et de maintenance pointent du doigt les défauts qu'avait notre système au début et nous permettent de nous améliorer continuellement. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà pu visiter des centrales flottantes Paiva développées avec la technologie Zimmermann. La première chose frappante, c'est vraiment qu'on a une stabilité, on se croirait presque sur la terre ferme, donc on a une très bonne stabilité et également beaucoup d'espace pour circuler à proximité des onduleurs. Il faut savoir que quand un onduleur doit être changé, c'est quand même assez lourd. Si on n'est pas sur une structure qui est stable, c'est quand même très complexe de changer un onduleur. Le fait d'avoir un système stable nous permet d'avoir aussi une usure des câbles beaucoup plus faible. Et qui dit usure des câbles plus faible, dit risque d'incendie évidemment beaucoup moins élevé et encore une fois moins de pertes électriques. Chaque connexion ici est fait en métal avec des boulons en métal, à l'inverse de nos concurrents qui utilisent beaucoup de plastique.
Nos systèmes de référence, j'en ai parlé en introduction, il est leader en Europe sur le photovoltaïque flottant. On a 300 mégawatts aujourd'hui qui ont été construits. La plupart de nos projets sont aux Pays-Bas, puisque c'est là où on a commencé l'activité solaire flottante. 90% sont localisés sur des anciennes carrières. On a un premier projet qui a été construit en 2024 et mis en service, qui est sur un réservoir d'eau potable aux Pays-Bas. Et donc, on a pu développer ce projet et l'autorisation l'administration néerlandaise nous a autorisé suite à de nombreux tests qu'on a réalisés sur la fiabilité des flotteurs à long terme et sur l'absence de rejet de matières plastiques sur l'ensemble de l'intégralité de la durée de vie du projet flottant, à savoir 30 ans. Voilà, on a ces études, si vous voulez, on pourra vous les partager. En France, on n'a pas encore construit de projet photovoltaïque flottant, mais on a 4 projets qui sont en développement et en cours d'instruction. Le premier projet sur lequel on a travaillé, c'est le projet d'Ordive, localisé dans le Loiret. Sur ce projet, on a eu beaucoup de travail, notamment pour convaincre les services de l'État, puisqu'on était dans une zone inondable avec des, des hauteurs de submersion assez fortes, puisqu'on est à plus de 2 mètres d'hauteur de submersion et des vitesses d'écoulement qui étaient assez faibles. Donc, quand on a commencé à développer ce projet, le PPRI interdisait tous les projets flottants et photovoltaïques en zone inondable. On a produit des études hydrauliques avec des bureaux externes spécialisés et également des études hydrogéologiques, voilà, pour convaincre les services de l'État que, d'une part, les hauteurs de submersion ne sont pas vraiment un enjeu pour le flottant, puisque évidemment ça flotte et qu'on peut s'adapter avec les systèmes d'ancrage à des variations du niveau de l'eau très importantes. La chose qui, par contre, est plus structurante, c'est les vitesses de courant, puisque les vitesses de courant, évidemment, vont avoir potentiellement un impact beaucoup plus fort. Mais il faut savoir que la technologie d'ancrage nous permet d'avoir des projets flottants localisés quand même dans des zones avec des vitesses de courant qui peuvent aller jusqu'à 1 mètre par seconde. Voilà pour le projet d'Ordive, qui est donc également sur une ancienne carrière dont l'exploitation a complètement cessé en 2021. On a également un projet dans l'Allier, qui est également sur une ancienne sablière, et un autre projet dans le Gard, qui est également sur une ancienne carrière. Nos projets aux Pays-Bas, alors c'était la plus grande centrale PV flottante jusqu'à il y a quelques mois, mais on a été une autre centrale qui s'est construite en France de plus de 60 mégas maintenant, qui a été développée par la société Qu'Énergie. Les paramètres importants à avoir à l'esprit quand on développe un projet flottant, la première chose à laquelle il faut faire attention, c'est évidemment la morphologie du plan d'eau. La technologie de Zimmermann, on sera toujours sur des blocs rectangulaires qui ont une superficie allant de 0,5 hectares à 5 hectares en fonction de la puissance, et une distance minimale à avoir par rapport aux berges qui est entre 10 et 15 mètres en fonction des enjeux de biodiversité à proximité des berges et en fonction notamment de la variation du niveau de l'eau. Plus il y aura une variation du niveau de l'eau importante, plus les ancrages devront avoir du mou et plus la centrale pourra bouger d'est en ouest, parce qu'évidemment ce mou, les jours où il y a du vent, font que la centrale va légèrement bouger du nord au sud, d'est en ouest en fonction d'où viennent les vents dominants. On a une superficie minimale pour nous qui est environ 10 hectares, en dessous de laquelle on a quand même du mal à trouver une rentabilité économique. Sur les caractéristiques de l'eau, les structures Zimmermann s'adaptent particulièrement mieux et sont plus résistantes quand c'est de l'eau douce artificielle. Il y a donc des études qui sont nécessaires avant de commencer à développer un projet sur quelques paramètres clés de la qualité de l'eau et notamment le pH. On l'a dit tout à l'heure, voilà, les variations du niveau de l'eau vont avoir une incidence sur le coût des ancrages, puisque plus la hauteur d'eau va varier, plus il faudra avoir du mou dans les ancrages, et plus les ancrages et les câbles
devront être longs. On préconise quand même de s'implanter sur des lacs où il n'y a pas de coactivité, notamment des activités de récréation, même si on le verra plus tard, c'est possible, et pas de pêche pour éviter des conflits d'usage. Évidemment, plus il y a des enjeux environnementaux à proximité du plan d'eau, plus le développement de projet sera compliqué, puisqu'on est également soumis à études d'impact et on doit faire des inventaires sur un cycle biologique complet. Un autre aspect est très important à prendre en compte dès la phase développement, c'est les charges de vent, puisque les charges de vent et de neige, puisque plus la charge de neige est importante, plus il faudra prévoir un nombre de flotteurs important pour qu'en cas d'épisodes neigeux exceptionnels, la centrale ne vienne pas couler sous le poids de la neige. Un autre aspect à avoir en tête avant de se lancer dans le développement d'un projet, il faut quand même avoir une surface assez importante d'environ 1 hectare sur les berges, à proximité immédiate du plan d'eau, pour pouvoir installer toute notre plateforme de construction. La construction d'un parc flottant est assez rapide, mais il faut quand même prévoir environ 1 hectare sur les berges pour pouvoir mettre notre rampe de lancement en place. C'est sur cette rampe de lancement qu'on va installer les flotteurs, qu'on va installer les structures de Zimmermann, qu'on installe les panneaux, on fait les câbles et ensuite on met ces rangées de panneaux solaires à l'eau et on vient modeler et installer connecter tous les bateaux solaires entre eux au milieu du plan d'eau. Là, on voulait vous faire un point sur la méthodologie de l'étude d'impact et ensuite vous présenter tous les différents suivis environnementaux qu'on a en place. L'étude d'impact pour un projet flottant, c'est exactement la même que pour un projet au sol, exception près que, évidemment, comme on est sur un milieu aquatique, il y aura des inventaires à mener sur la biodiversité aquatique pendant un cycle biologique complet. Mais sinon, les projets flottants sont également soumis à permis de construire et études d'impact au même titre que les projets au sol. Et donc, on aura également un dossier administratif comprenant le CERFA de la demande de permis de construire, une notice architecturale avec les insertions paysagères, les photomontages, tous les plans de masse, l'étude d'impact qui doit également comprendre une étude hydraulique pour comprendre les vitesses d'écoulement et s'assurer que notre projet n'aura pas d'impact sur les écoulements si on est dans une zone inondable. Les inventaires naturalisent, donc, comme j'ai dit, exactement pour les projets au sol, exception faite que cette fois, on va s'intéresser également aux populations de poissons. Le volet naturaliste, il se compose donc en 2 parties, une partie terrestre assez classique et une partie aquatique. Cette partie aquatique, nous, on l'a réalisée sur Dordive avec un bureau d'études spécialisé qui s'appelle Hydrosphère. Il y a donc une cartographie des habitats rivulaires qui est faite, une pêche électrique et la pose de filets pour connaître l'assemblage de poissons qui composent le plan d'eau. On préconise aux bureaux d'études et aux porteurs de projets qui travaillent sur des projets flottants d'avoir une pression d'échantillonnage renforcée sur les zones qui, par notre expérience, s'avèrent être souvent les plus riches. Donc, c'est dans les bordures d'étangs, les roselières et à proximité des berges. Les enjeux environnementaux sont souvent très forts proches des berges et c'est d'autant plus vrai si on a une pente douce entre le début des berges et sur quelques mètres. Plus la pente est douce, plus les petits amphibiens et des poissons viendront se reproduire à ces endroits. Une fois qu'on a fait l'état initial et qu'on a réalisé toute la période d'inventaire, si notre projet a des impacts, il y a beaucoup de mesures qui peuvent être adoptées. Ces mesures vont évidemment dépendre des résultats des inventaires, de quel type de poisson a été repéré sur site et des différents oiseaux et algues qui ont été inventoriés. En fonction de ça, on peut mettre plusieurs choses en place. Vous avez une photo en bas à droite de BioHut qu'on a mis en place sur plusieurs de nos projets en exploitation. J'y reviendrai un peu plus tard. Voilà, on peut mettre également des radeaux nichoirs, des radeaux végétalisés. Tout ça dans l'objectif d'essayer de doper la biodiversité sur site.
Comme on l'a vu tout à l'heure, on a un peu plus de 15 parcs en exploitation aux Pays-Bas sur lesquels on mène des suivis. Ces suivis, ils portent soit sur des populations d'oiseaux, donc des suivis de la biodiversité d'oiseaux, soit certains nombres également sur la qualité de l'eau et sinon sur les suivis piscicoles. On a décidé de vous en présenter quelques-uns ici. Un des plus marquants, donc, qui est sur un parc qu'on a en exploitation aux Pays-Bas qui s'appelle Boom of Platz, où en 2020, on a installé une vingtaine de biohuttes. Les biohuttes sont les habitats que là, vous voyez sur la photo en haut à gauche, qui sont des habitats artificiels réservés pour les écosystèmes aquatiques. Et le centre de ces conteneurs est rempli de coquillages. On fait ça donc pour essayer de doper les écosystèmes, agir comme pépinière en protégeant les petits poissons. Ça peut servir également de frayère pour les poissons. On a fait donc 3 ans de suivi sur ces biohuttes et on a constaté qu'il y avait une réelle augmentation des populations piscicoles, puisque en 2022, il y a environ 1700 individus qui ont été repérés sur site, qu'en 2021, on était à un peu moins de 150. On voit qu'il y a une vraie explosion suite à la mise en place de ces biohuttes et qu'en 2023, les populations reviennent un peu à la norme, signe que le système se fait à son milieu. Toujours à Baumhofplatz, on a mis en place avec l'université de Groningen un suivi de quelques paramètres clés de l'eau, à savoir la température de l'eau, l'oxygène dissous et la conductivité électrique en eau libre, à 100 mètres au loin des panneaux et directement sous le système flottant. On a mis à chaque fois 4 capteurs sous le système flottant, un capteur à 1,5 mètres, un capteur à 10 mètres, un capteur à 20 mètres et un autre à 31,5 mètres de profondeur. On a réalisé des mesures sur 10 mois et les résultats sont exposés ici. On note qu'il n'y a aucune différence majeure dans les paramètres clés de la qualité de l'eau qu'on a évoqués, donc la température et l'oxygène dissous. Pour la température, on a même un phénomène de lissage des variations extrêmes de température. Sur les 2 autres paramètres de la qualité de l'eau, on remarque que pareil, l'oxygène dissous, c'était dans une fourchette assez saine pendant toute la période. Et la conductivité électrique, on n'a pas observé de différence sous les panneaux et à l'endroit en eau libre. On a d'autres analyses de la qualité de l'eau qui ont été menées par d'autres bureaux d'études et qui se concentrent aussi sur d'autres paramètres comme la chlorophylle A et le phosphate. On pourrait également vous les partager par la suite si vous voulez. La dernière étude qu'on voulait vous présenter ici, c'est une étude qui a été réalisée sur notre projet de Weperpolder. Et c'est une enquête sur l'Oie de la toundra. Il faut savoir que c'est un site qui est en zone Natura 2000. Comme il était en zone Natura 2000, il y avait déjà des suivis avant exploitation qui étaient réalisés de 2011 à 2015. Nous, on a construit ce projet en 2018. On voit donc ici le total d'individus qui avaient été recensés sur site. On est entre 24 000 et 60 000. Et on voit qu'après la construction, 1 an après la construction, il y a toujours à peu près le même. Qu'on évite le plus que possible, quand même. Voilà pour ma présentation. Et si vous avez des questions, je ne vois pas le chat, mais je pourrais répondre. Alors, on avait une première question qui était est-ce que Beiva utilise des technologies de suivi de type tracker? Et est-ce que ça a déjà été étudié? Non, tracker sur des plans d'eau, on n'a pas fait. Nos équipes en R&D ne sont pas encore penchées sur la question.
Seconde question était, est-ce qu'il y a déjà eu des projets de PV Flotto en co-développement et est-ce qu'il y a eu des projets labellisés citoyens? Alors, labellisé citoyen, je crois, il me semble que peut-être que Madame Brouillet y reviendra après, parce qu'elle voulait présenter un projet justement qui n'a pas été développé ni construit par BayVa, mais qui a été développé avec énergie partagée. Donc, je laisserai peut-être Madame Brouillet en parler. Sinon, nous, on met en place systématiquement pour nos projets flottants du financement participatif. Alors, c'est pas du co-actionnariat, mais c'est voilà, une ouverture pour les citoyens à venir participer à la phase de développement avec des montants qui peuvent aller de 75 000 à 150 000 euros et qui permettent donc aux citoyens de venir financer les coûts de développement avec nous. Question suivante, est-ce qu'il y a un type de sol nécessaire pour les ancrages, alluvionnaire, roche, argile? Non, alors nous, on n'a pas encore mené d'études géotechniques sur nos projets en France. Il faut savoir que l'ancrage, c'est une question primordiale. On trouvera toujours un moyen de s'ancrer, soit sur les berges, soit au fond du plan d'eau. Les études géotechniques sont très coûteuses et donc on essaye de les faire le plus tardivement, une fois que le projet est complètement dérisqué. Mais on pourra s'implanter, peu importe le type de sol. Il faudra simplement, plus la composition du sol est complexe, plus il faudra s'ancrer profondément et plus les coûts seront élevés. Question suivante, avez-vous connaissance de l'équipement en PV d'un bassin retenu d'eau utilisé pour la production d'hydroélectricité avec comme contrainte la vidange régulière du bassin? Je lis la question en même temps. Alors, nous, on n'a pas encore développé de projet sur des plans d'eau qui se vident complètement. Pour être complètement transparent, la technologie Zimmermann s'adapte mal à des plans d'eau qui doivent être vidés régulièrement parce que c'est une structure qui est pas très souple, où chaque bateau que vous avez vu, c'est des structures métalliques qui font quand même plus d'une trentaine de mètres. Et, et c'est des flotteurs qui sont faits pour flotter, qui sont pas faits pour venir se poser au fond du plan d'eau. On pourra accepter une vidange régulière, mais il faudra avoir une très bonne connaissance de la topographie du fond du plan d'eau et voilà, éviter qu'il y ait des reliefs importants. Si jamais le fond du plan d'eau est complètement lisse, qu'il n'y a pas d'impureté et qu'il n'y a pas des pentes de plus de 15% sur quelques mètres, on pourra. Mais si jamais la topographie est pas bonne, le risque, c'est que quand le plan d'eau se vide, les structures vont complètement se détruire et venir endommager les panneaux. Question suivante, vous parlez d'une durée de vie d'installation de 30 ans. Avez-vous des retours d'expérience de cette durée? De quand date votre première installation? Notre première installation date de 2018. Il y a quelques projets qui ont été construits avant au Japon et en Asie, pas directement par nous. Mais on se base sur une durée de vie d'installation de 30 ans, parce qu'on se base sur la durée de vie des panneaux, des structures métalliques, qui sont les mêmes que pour les projets au sol. Et la seule différence et le seul élément qu'il n'y a pas sur les projets au sol sont les flotteurs, et c'est des flotteurs qui sont testés en usine et qui sont faits également pour durer une trentaine d'années. Une installation PV sur flotteur peut-il être une solution réaliste pour équiper une zone inondable? Alors, une zone inondable, mais qui n'est pas en eau. J'imagine. Non, parce encore une fois, les flotteurs, ils sont pas faits pour être posés sur le sol la majeure partie du temps. Les flotteurs peuvent résister si jamais le bassin, si ça peut être des bassins d'irrigation ou des bassins de centrales hydroélectriques. Les flotteurs peuvent se poser sur le sol, mais il faut que ça soit vraiment occasionnel, une ou deux fois par an, pas plus. Mais si vous voulez, ils n'ont pas la charge nécessaire pour maintenir la structure en étant la majeure partie du temps au sol. Deux questions en une. Est-ce qu'il y a aussi des inventaires sur les chiroptères? Est-ce qu'il y a une couverture maximum du plan d'eau?
On fait des inventaires, on a fait réaliser des inventaires sur les chiroptères pour l'intégralité de nos projets en France, en effet. Ouais. C'est souvent alors on a remarqué justement que les chiroptères quand même restent environ à 20 mètres des berges et 20 mètres des premiers arbres, ce qui fait qu'il y a très peu d'impact des panneaux sur les chiroptères. Le taux de couverture, justement, on a participé à plusieurs réunions avec l'Eurométropole de Strasbourg. Réglementairement, il n'y a pas encore de couverture maximum du plan d'eau. Nous, on estime que le taux de couverture maximum, c'est d'environ 60% pour être certain qu'il n'y aura pas trop d'altération de la qualité de l'eau et que les échanges d'oxygène entre le fond du plan d'eau et le haut du plan d'eau se réalisent. Donc voilà, on préconise maximum 60% de couverture du plan d'eau. Comment étudiez-vous l'impact des microplastiques, notamment sur une échelle de 30 ans? Alors les microplastiques, les flotteurs, ils ont été testés en usine. Je pourrais vous partager l'étude parce qu'elle est assez détaillée, mais ils ont été testés en usine et mis dans certaines conditions pendant un an qui sont censées représenter justement 30 ans de vie à l'air libre. Pourquoi une orientation est-ouest des panneaux? Alors, orientation est-ouest des panneaux, nous, on a fait ça pour pouvoir densifier au maximum la capacité installée par hectare et pouvoir réduire les coûts au maximum, les coûts au kilowatt pic. Question suivante. Combien d'années de retour d'expérience avez-vous sur les études d'impact environnemental? En France, on a peu de retours d'expérience puisque notre premier projet est en enquête publique là, à Dordives. Donc, on n'a pas encore de retour. Par contre, sur nos projets en Pays-Bas, ça fait maintenant 6 ans quand même qu'ils sont en exploitation. Euh, Avez-vous un prix en euros watt-crête de vos installations et quel est le prix au dernier appel d'offres de la Creux? Merci d'avance. Oui, alors sur le prix en euros du watt-crête, c'est quand même, ça reste un peu plus cher que le au sol. On a environ 10% de coûts en plus et 10-15% de coûts en plus. Et le coût supplémentaire provient des flotteurs et des structures qui sont différentes que les projets au sol et les coûts de construction qui sont également différents. Sur le dernier, en fait, donc, les projets flottants sont éligibles à la creux. Les projets sont automatiquement en K3, donc terrain dégradé, puisqu'on est sur un plan d'eau. Et donc, les prix sont les mêmes qu'au sol. J'ai plus en tête le prix moyen du dernier appel d'offres, mais il me semble que c'était entre 75 euros du mégawattheure et 85 euros du mégawattheure. Est-ce que Baeva, au vu de la complexité de l'ancrage, que représente le montant de ce poste dans le coût de l'installation totale? Je pourrais pas vous donner le coût exact de l'ancrage. Je pourrais regarder et vous donner une fourchette. Mais j'ai pas en tête le poste que ça représente. D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Euh, Est-ce que vous avez d'autres questions? Je ne sais pas si Madame Brouillet voulait parler justement du projet qui est en co-développement avec Énergie Partagée, qui est voilà, le projet d'Oméga 1. Oui, du coup, oui, merci beaucoup, Monsieur Mann, pour Oui, votre ouais. intervention. Et du coup, je voulais juste parler rapidement de deux projets. Donc, le premier projet, c'est dans le Vaucluse qui s'appelle Oméga 1. Et c'est un projet qui a été développé par Akio et dont Énergie Partagée Investissement a investi dedans à hauteur de 40% de participation citoyenne. Et du coup, c'est un projet d'une puissance de 17 mégawatts crête sur 17 hectares, du coup, sur un lac artificiel sur une ancienne carrière. Et ça a été inauguré en octobre 2019. Donc voilà, premier projet labellisé citoyen en solaire flottant. Et on a aussi un projet innovant avec le Enercop, donc en Savoie,
Donc un projet sur une ancienne gravière où en fait ils ont utilisé des nouveaux types de flotteurs en aluminium pour une puissance de 260 kilowatts crête. Et en fait, ça a été mis en service à l'été 2024. Et ils ont fait un investissement du coup avec aussi la région Auvergne-Rhône-Alpes, une société à Raymond et la communauté de communes de Cœur de Savoie. Voilà donc deux exemples de projets citoyens dans le solaire flottant. Et là, si vous regardez la présentation, je vous ai mis les deux articles et si vous êtes intéressé, je pourrais vous envoyer plus de ressources. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez d'autres questions pour nous, le réseau Géclair, ou pour Monsieur Magne. Euh, Je vois il une y a une dernière question. question. Vous avez réussi à modifier le PPRI défavorable? Alors, j'étais en mute. Donc, le PPRI, c'était le PPRI de la vallée du Loing aval, il était en cours de modification. Mais oui, en effet, on a rencontré plusieurs fois le service risque de la DDT. Au début, ils voulaient marquer noir sur blanc l'interdiction de toute construction d'énergie renouvelable en zone inondable. Et on a réussi, en produisant une étude hydraulique, en produisant une étude d'ancrage, à montrer que finalement, un parc flottant dans une zone inondable, s'il y avait des vitesses de courant inférieures à 1 mètre par seconde, ne créerait pas d'impact et ne créerait pas n'aurait pas de problème pour l'écoulement des crues. Et oui, je pourrais vous envoyer les différents documents, notamment le lien vers toutes les études de suivi qu'on a mis en place. Super. Bah, je pense que du coup, on peut clôturer ce webinaire. Donc, merci encore, Monsieur Magne, et Oui, puis merci merci à à vous de tous. votre invité. Bon appétit, et puis n'hésitez pas, si vous avez toute question sur le solaire flottant ou autre, à nous contacter. Donc, le réseau Géclair ou Générateur. Voilà, merci à tous et bon appétit. Merci, au revoir. Au revoir.